Alors, la suite, eh bien, nous allons la découvrir maintenant, avec cette fois-ci un enjeu fort et qui, je vous l'avoue, parfois me fait cauchemarder la nuit, c'est-à-dire je me vois repasser mon bac. Alors, repasser mon bac, alors ça me terrifie. Et puis, alors, quel bonheur quand je me réveille en me disant, mais finalement, je crois que je l'ai eu. Mais ça, c'est terrible. Alors, justement, pour éviter ce genre de cauchemar, je trouve que ça pourrait être... on a une proposition là intéressante qui est de se dire, finalement, si c'était un groupe qui portait, qui donnait un petit coup de main là, au moment de la révision, si on pouvait avoir une approche un peu ludique et un peu partagée de la préparation du bac, voilà une proposition qu'on va découvrir maintenant. Alors bonjour à tous et à toutes. Pour nous présenter, je suis donc Ophélie Collin, enseignante de SES dans l'Académie de Créteil. Et avant ça, j'ai travaillé dans le domaine du jeu, qui me permet aujourd'hui de combiner ces deux dimensions. Bonjour, je m'appelle Charlotte, je suis graphiste spécialisée en création de jeux de société. J'ai créé mon studio de création qui s'appelle Studio Cadou et j'ai rejoint l'aventure Pédaboost avec Ophélie à la suite de notre collaboration d'1 an sur le développement de Passe ton bac d'abord. Et voilà, je suis ici en qualité de cofondatrice de Pédaboost. Pour présenter un petit peu le jeu et la démarche, on va commencer par vous présenter Pédaboost, c'est-à-dire pourquoi on a fondé Pédaboost. Et ensuite, on présentera le jeu et du coup les modalités actuelles du bac dans les très grandes lignes, parce que l'idée, c'est de réviser le bac, mais aussi de se confronter au bac. Donc c'est un jeu destiné aux lycéens, mais aussi au grand public, qui sont demandeurs de savoir s'ils auraient encore leur bac aujourd'hui, en 2025. Pour présenter Pédaboost et l'histoire de Pédaboost, le Pédaboost est né, en fait, il y a assez longtemps. Il est né le 10 juin 2018, qui était ma première année d'enseignement, quand je me rends compte que mes élèves vont passer le bac dans 3-4 jours et qu'ils ne maîtrisent que le dernier chapitre. Et là, j'ai eu un petit moment de panique en me disant, on a fait 12 chapitres pendant l'année, il y en a 11 qui sont complètement passés aux oubliettes, parce que l'être humain oublie, parce que c'est naturel d'oublier. Et il a même été scientifiquement prouvé par Hermann et Ebbinghaus qu'un être humain oublie 90% de ce qu'il a appris après 1 mois. Autrement dit, mes élèves oubliaient tout et on repart de zéro tous les mois. Donc à ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait absolument trouver une solution pour que les élèves mémorisent de tout le programme toute l'année et de manière plaisante pour qu'ils aient envie de réviser. Du coup, après avoir testé plein de choses, on a mis au point Passe ton bac d'abord, avec une mécanique qui fonctionne et qui plaît aux jeunes. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement aujourd'hui ? L'objectif, c'est donc premièrement de contrer les difficultés d'apprentissage et de mémorisation sur le long terme. Mais tant qu'à faire, on s'est dit qu'on allait contrer aussi toutes les autres difficultés d'apprentissage rencontrées aujourd'hui par les collégiens et les lycéens. Il y en a un certain nombre. Premièrement, on veut que les jeunes prennent plaisir à réviser. Parce que réviser, apprendre des choses, c'est normalement quelque chose de passionnant. Sauf qu'en fait, c'est vu comme quelque chose de négatif, qui ne plaît pas aux jeunes, qui est ennuyeux, qui est barbant, rébarbatif. Donc l'objectif, c'est vraiment qu'ils aient envie de s'y mettre et qu'ils aient envie d'apprendre et que ça soit vraiment quelque chose de chouette. Deuxièmement, on l'a dit, un gros point sur le court-termisme. L'objectif, c'est de mémoriser durablement et donc d'ancrer les connaissances pour qu'elles s'empilent et qu'on puisse donc les superposer, continuer l'apprentissage avec des bases solides. Du côté des enseignants, on essaye aussi de remédier à un certain nombre de difficultés. Par exemple, le fait que l'apprentissage est vécu, l'enseignement est souvent vécu comme quelque chose qui est assez monotâche. On est souvent formé à 1 ou 2 pédagogies, qui est souvent le cours dialogué ou anciennement le cours magistral. Mais l'idée, c'est d'avoir des outils pour pouvoir varier les pédagogies et donc renouveler l'engagement et l'enthousiasme des jeunes. Également de pouvoir faire de la différenciation pédagogique, ce qui est assez difficile à faire aujourd'hui au lycée avec des classes de 35 ou 36 élèves. Donc l'outil jeu permet de le faire en donnant des missions spécifiques à certains groupes d'élèves ou en les regroupant selon des points spécifiques à aborder. L'autre point que l'on souhaite résoudre, c'est les familles, parce que les familles sont très demandeuses de s'impliquer, de vouloir aider leurs enfants dans les apprentissages, mais n'ont souvent pas les outils. Donc ça devient assez rapidement conflictuel. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un outil
qui soit convivial et que les révisions deviennent des moments plaisantes, de plaisir et donc partagés. La solution, on s'est donc dit qu'on voulait développer des outils pédagogiques qui cochent 6 cases. Premièrement, des outils qui soient efficaces. Efficace, ça veut dire 100% conçus par des enseignants qui sont certifiés ou agrégés, c'est-à-dire qui enseignent et qui ont les certifications pour. 100% conforme au programme officiel, donc d'être bien dans les clous de vraiment ce qui se passe dans une salle de classe en termes de contenu. Deuxième case à cocher qui permet une mémorisation durable. Et pour ça, on mobilise tous les types de mémoire. Le jeu a l'avantage, contrairement à beaucoup d'autres supports, de pouvoir mobiliser à la fois la mémoire visuelle, la mémoire auditive et la mémoire kinesthésique, souvent appelée la mémoire des situations, qui est le fait que quand on vit quelque chose, quand on a un fou rire sur une carte, sur une question, en fait, on s'en souvient. Et pour vous donner une petite anecdote, il y a quelques semaines, j'étais dans un établissement pour animer une session jeu. Il y a une élève qui a répondu à la question. La question, c'était quel homme d'État français a rendu l'école gratuite, obligatoire, en 1882. Et elle a crié Jules César. Et en fait, ça a fait rire tout le monde. Et tout le monde se souvient maintenant que c'est Jules Ferry qui a rendu l'école gratuite et obligatoire du fait de cette anecdote. Troisième case qu'on a voulu cocher, ce sont des jeux attrayants. Donc vraiment, on veut quelque chose de coloré, de dynamique, qui donne envie. Quatrième case très importante pour nous, que ce soit ludique, que les jeunes aient envie d'apprendre et de manière collective avec la famille si possible. Et la dernière case à cocher, c'est que ce soit mobilisable en tout lieu et en tout temps. On a vraiment fait le choix de ne pas faire une application mobile ou quelque chose de virtuel, parce que déjà, ça mobilise tous les types de mémoire. Et deuxièmement, on veut qu'on puisse le transporter, on veut que ça soit le jeu qu'on déplie sur la plage, sur la table familiale de repas, au CDI, dans une salle de classe. Vraiment, un jeu très, très polyvalent, exactement, qu'on peut, très, très adaptable. Et donc, on développe des jeux qui ont 3 engagements très forts. Le premier, c'est que ce sont des jeux sérieux, donc on l'a dit, conformes au programme, etc. Deuxièmement, amusants, avec des mécaniques de jeu vraiment réfléchies qui mêlent stratégie, challenge, rapidité. Et troisième point important pour nous, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est l'éthique, qui est un point fondamental également. Et pourquoi on fait tout ça ? On fait tout ça pour donner ou redonner aux jeunes l'envie d'apprendre, donc le goût de l'apprentissage, pour donner du sens au savoir. Donc quand on observe des parties en famille, souvent les parents et les proches donnent des exemples concrets. Et du coup, ça fait sens pour les jeunes. Troisièmement, du coup, ancrer les connaissances durablement, créer du lien social et de l'entraide, ce qui est très important pour nous. On voit, par exemple, quand on anime des sessions dans des établissements, les jeunes poser leur téléphone et avoir des fous rires sur des dates historiques ou sur des formules de maths. Et ça, c'est notre plus grand bonheur. Favoriser la confiance en soi et réduire le stress et l'anxiété, et valoriser du temps, du coup, tous ensemble et sans écran. Du coup, notre premier jeu s'intitule Passe ton bac d'abord. Passe ton bac d'abord, je laisserai Charlotte présenter tout à l'heure, mais pour le présenter rapidement, l'objectif, c'est d'être le premier à décrocher son bac avec toute une mécanique de jeu. D'ailleurs, je vais laisser Charlotte, ça sera bien plus simple. Je voulais juste, avant de donner du coup le micro à Charlotte, rappeler en quelques mots le fonctionnement du bac aujourd'hui. Le bac fonctionne avec le bac général, avec un tronc commun qui sont des matières communes à tous les lycéens et des spécialités qui sont des matières choisies par les élèves. Les jeunes en choisissent 3 en classe de première et en conservent 2 parmi ces 3-là en classe de terminale. Et dans la boîte de jeu, je ne sais pas si on la voit, mais dans la boîte de jeu, on a 2 rangées de cartes et on a en fait 2 programmes complets scolaires. On a tout le niveau première avec l'ensemble du tronc commun et des spécialités et tout le niveau terminal. Donc il y a énormément de contenu. Il y a plus de 2400 questions-réponses. Je vais donc laisser Charlotte présenter. Alors voilà, c'est un jeu qui contient tout le programme de première et terminale générale avec 2400 questions-réponses. On a aussi intégré des questions de niveau primaire pour que les joueurs et joueuses puissent gagner des points facilement. Par exemple, quelle est la longueur standard d'une piste circulaire d'athlétisme ? Normalement, vous devriez avoir la réponse qui est de 400 mètres.
Voilà, alors comment on joue au jeu Passe ton bac d'abord? Alors, c'est un jeu qui se joue de 1 à 6 joueurs. On a vraiment voulu aussi avoir un mode solo, parce que les révisions, c'est souvent tout seul. Même si là, on veut qu'elles soient collectives, il fallait un mode solo. Donc 1 à 6 joueurs et de 15 à l'infini, jusqu'à qu'on ait envie de jouer. Voilà. Donc, le jeu se présente sous forme d'un plateau et de cartes. On commence de la case 7 pour les lycéens et de la case 9 pour les autres, ceux qui ont déjà eu le bac, ceux qui ne l'ont pas eu, ceux qui sont plus âgés ou ceux qui sont plus jeunes. La case 7 pour les lycéens, parce qu'on estime qu'ils ont un peu d'avance, comme s'ils ont le programme en tête et qu'ils sont en train de le réviser. Donc, c'est pour ça qu'ils commencent un peu en retard. On commence par choisir si on joue sur le niveau première ou terminale. Là, pour l'exemple, on va peut-être jouer sur le niveau première. Je sélectionne les spécialités et les troncs communs. Donc, par exemple, là, j'ai LVA, LVB anglais, français écrit, français oral, éducation morale et civique, mathématiques, il en faut, enseignement scientifique, histoire géo. Et là, on passe à toutes les spé. Donc, c'était tout tronc commun. Toutes les spé. Donc, on a l'aspect SES, humanité, langue et philosophie. C'est HLP. Oui, il y a des nouvelles matières. Spécialité LLCE anglais, LLCE espagnol, HGGSP. Alors là, c'est histoire géo, géopolitique et sciences politiques, n'est-ce pas? Voilà. Spécialité mathématiques, SVT, bien sûr, physique, chimie, sciences de l'ingénieur, alors là on parle de code et de développement informatique, et numérique et sciences informatiques. Voilà, donc là c'est tout ce qui concerne le niveau première. À cela on intègre des cartes de niveau primaire pour justement dynamiser les parties. On se crée une petite pioche. Ensuite, on est chacun joueur, on est chacun lecteur tour à tour. Donc là je lis, par exemple, NSI, pas évident, par exemple histoire géo. Je lis les 5 questions. Et autour de la table, les personnes doivent estimer le nombre de bonnes réponses qu'ils pensent avoir. C'est-à-dire qu'il y a un vrai système d'auto-évaluation. On va essayer de voir où sont ses lacunes et où sont ses points forts. Celui qui dit le chiffre le plus haut prend la main. Donc c'est stratégique parce que si vous dites 1 et que Paul a dit 2, eh ben vous ne prenez pas la main sur ce tour-là. Donc il faut aussi être avoir un peu de cran et se dire, bon, je pense avoir une bonne réponse, donc on y va. Donc, par exemple, Paul a dit qu'il pense avoir 3 bonnes réponses. Alors, je lui relis les questions. Qui était le premier président de la Troisième République? Quelle était la devise de la Troisième République? Quel événement a marqué le déclenchement de la Première Guerre mondiale? Qu'est-ce qu'une colonie de peuplement? Quels étaient les 2 principaux camps en opposition pendant la Première Guerre mondiale? Donc là, Paul réfléchit 10 secondes par question et me donne les réponses. S'il donne en effet 3 bonnes réponses comme ce qu'il a annoncé, alors il avance de 3. S'il donne moins de 3 bonnes réponses, alors il recule de 3. Et c'est pour ça que le plateau est fait en forme de serpentin et qu'il y a un système de avance-recul. À tout moment, n'importe qui peut lui voler un point s'il pense avoir une meilleure réponse que lui. Ça, c'est vraiment un principe fort de Passe ton bac d'abord, c'est tout le monde est actif pendant toute la partie. On ne veut pas qu'il y ait une question qui soit posée et qu'en fait, on se tourne les pouces. Bah, c'est pas à moi. Ah non, c'est aussi à toi de réfléchir pour gagner des points. Le but, c'est d'arriver à 20 sur 20 et d'avoir son bac avec les félicitations du jury. Voilà à peu près. Une partie dure 45 minutes à 1 heure, calibrée sur un temps de classe. Et voilà à peu près ce que j'avais à dire sur ce jeu. Voilà. Tant qu'on est sur le jeu, je voulais juste rajouter que l'objectif, c'est du coup, comme l'a dit Charlotte, que tous les joueurs soient actifs au cours de la partie. Et du coup, chaque joueur peut voler 1 point par carte à chaque carte. Comme ça, l'idée, c'est que chaque joueur fasse travailler sa mémoire sur toutes les cartes. Et un autre point important, c'est la bienveillance. Il y a effectivement un gagnant qui est le joueur qui a obtenu 20 sur 20 en bac en premier, mais on voit que le plateau et les mentions sont assez bien faites, c'est qu'il y a des mentions tous les 2 points. Donc tous les joueurs qui ont au moins 10 ont décroché leur bac, donc ils n'ont pas perdu la partie. Et après, l'objectif, ça va être d'aller chercher la mention plus élevée. Et c'est bien fait parce que les joueurs, il y a une chance sur 2 qu'ils n'en aient pas, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent sur la case 13, 15 ou 17. Et ce qu'on observe dans les établissements, c'est que lorsque le joueur se retrouve sur une de ces cartes sans mention, il y a 9 chances sur 10 qui disent « Oh non, il me manque un point, allez, on rejoue ». Autrement dit, allez, on révise. Et ça, c'est très sympa.
Un dernier petit point sur nos engagements, parce que ça nous tient à cœur. On essaye de faire les choses le plus proprement possible, c'est-à-dire qu'on produit aujourd'hui au sein de l'Union européenne en espérant réussir à produire en France quand on pourra, quand ça sera viable. On essaye de développer des jeux avec des matériaux renouvelables et propres, donc on a évité le plastique dans la mesure du possible. On a des pions en bois, une cale faite sur mesure en carton, donc il y a le moins de plastique possible. Et on vient d'ailleurs d'être labellisé Initiative Remarquable. Donc voilà, ça nous tient à cœur et tous les enseignants qui y contribuent, parce que l'équipe, c'est effectivement Charlotte, moi, mais surtout 15 enseignants qui conçoivent le contenu. Donc un enseignant par discipline. Donc c'est un travail collectif et sans eux, on n'aurait jamais réussi à faire quoi que ce soit. Et un petit mot pour le nouveau. Donc je vais relaisser Charlotte. Oui. Alors, Passe ton bac d'abord est sorti en avril et a eu un succès franc. Non mais vraiment, le bac, c'est quelque chose qui revient chaque année. Les médias ont besoin d'en parler et pour ça, on a eu des retombées médiatiques inattendues. Travaillées quand même, mais bref, tout ça pour dire que ça a bien marché. Donc, on en fait un deuxième. Cette fois-ci, plus compact, plus petit et surtout sur le niveau collège. Il va s'appeler Cap sur le brevet. Et le but du jeu, ça va être de miser sur les réponses des joueurs. Donc, c'est-à-dire que j'ai une question technologie. Qu'appelle-t-on des matériaux composites? Je la pose à Paul et on estime, est-ce que Paul il va être cap ou pas cap de répondre à la question? Je mise, hop, il n'est pas cap, je ne pense pas qu'il est cap. Et là, le but, ça va être à Paul de surprendre ses adversaires et de justement avoir la bonne réponse qui est que des matériaux composites, c'est un assemblage de plusieurs matériaux. Voilà, c'est niveau brevet cette fois. Et donc le but, ça va être de miser comme ça tout au long de la partie et de surprendre les adversaires. Plus on les surprend, plus on gagne des points et plus on arrive à 20 jetons le plus vite possible. Donc il s'agit d'un prototype, évidemment. Rien n'est... C'est du plastique. Et nous, on ne fait pas en plastique. Voilà. Donc c'est un jeu qui est en phase de prototypage, qu'on fait tester dans les collèges d'ores et déjà. Et qu'on espère emmener le plus loin possible. Voilà, cap sur le brevet. Voilà. Hop. Quoi d'autre? Voilà. Des questions dans le public, là, parce que je crois que parler du bac, parler du brevet, ça remue quand même. Hein. Alors moi, j'avais une question sur la différenciation pédagogique. Du coup, est-ce que vous pouvez nous illustrer comment vous l'utiliseriez pour la différenciation ? Alors, il y a 2 éléments de réponse. Le premier, c'est que chaque paquet de cartes est numéroté de 1 à 15, parce qu'il y a 15 cartes par discipline, et ça suit l'ordre des programmes officiels. Donc, premièrement, ça permet de faire travailler certains points du programme à certains élèves, et de pouvoir revenir en arrière. S'il y a un élève qui a eu des difficultés ou un groupe d'élèves sur le 2e chapitre, on va pouvoir constituer un groupe sur le 2e chapitre, et ainsi de suite pour les autres chapitres. Et deuxièmement, ça permet de pouvoir créer de l'entraide entre les jeunes, si on veut créer de l'entraide. Et on peut travailler, en fait, les cartes, du coup, suivent le programme en étant numérotées, et il y a une continuité entre les cartes. C'est-à-dire qu'on peut faire, par exemple, les chapitres 1, 2 et 3, et l'autre groupe peut travailler sur les suivants. Et l'objectif, ça va aussi être de pouvoir constituer des groupes de niveau, et des groupes surtout d'inter-niveau, et ils vont pouvoir s'entraider, et ils vont pouvoir se challenger entre eux. Et l'objectif, ça va donc être de pouvoir constituer des petits îlots avec les besoins de tout le monde. Si, ça me revient. Ce que je voulais dire également, c'est qu'on peut travailler différentes disciplines. Et ça, c'est difficile de trouver des supports qui permettent de travailler différentes disciplines. Donc, par exemple, on l'a beaucoup fait avant les révisions du bac. Il y a des élèves qui avaient besoin de travailler plus les SES, d'autres les langues, d'autres les maths. Et du coup, on faisait des ateliers comme ça selon les besoins de chacun. Merci. Le prix et la manière dont on trouve les jeux, s'il vous plaît.
Alors, le prix de vente est de 39,99 €. En fait, on a vraiment voulu s'aligner sur le prix d'un jeu de société et non pas sur du parascolaire qui coûterait très cher si on le quantifiait en termes de contenu pédagogique. Notre objectif, c'est vraiment qu'il soit accessible au plus grand nombre. Et où on le trouve? On le trouve sur notre site qui s'appelle pedaboost.com. Et on travaille aujourd'hui avec un réseau de 25 librairies partenaires qui, du coup, sont revendeurs. Bien. Est-ce qu'il y a des questions, d'autres questions? Alors, vous avez parlé de ce nouveau jeu qui concerne le brevet. Quand est-ce que vous pensez pouvoir le mettre à disposition du public? L'objectif, c'est qu'il soit disponible en février, parce que c'est le début des révisions. C'est le tout début. Les jeunes vont réviser de février à juin. Donc l'idée, c'est qu'il soit disponible à ce moment-là. Bien. Merci. Alors, donc voilà, on a repassé le bac. Alors moi, je suis un peu rassuré parce que je vois que je vais pouvoir m'exercer sur le brevet. Déjà, je me sens plus capable de revoir le brevet. Quoique tout à l'heure, sur composite, est-ce que j'aurais vraiment trouvé la bonne solution? Je ne sais pas. Mais concernant la Troisième République, est-ce qu'il y avait Félix Lebrun? Enfin, peut-être que on aurait peut-être dû demander les réponses. Sur chaque question, en dessous de chaque question, il y a les réponses? Derrière. Ça, c'est rassurant.